Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode de notre série vidéo The Nekoman Project. Nous venons de quitter Grand Teton et déjà, nous savons que nous tenons là l'un des parcs les plus mémorables du voyage. La pression est forte sur les suivants. Dans cet épisode, nous commençons à Yellowstone et nous rejoindrons le parc de glaciers entre Wyoming, Idaho et Montana. C'est une distance relativement courte, mais il y aura beaucoup de petites routes et des merveilles à découvrir. Yellowstone est un parc empli d'imaginaire. C'est aussi l'un des châteaux d'eau du pays. Ces rivières inonderont les plaines du Mississippi à plusieurs milliers de kilomètres. Le parc constitue l'une des zones protégées les plus grandes et sauvages des États-Unis. Mais ça n'a pas été simple. Yellowstone est le premier parc national de l'histoire, créé en 1872, et cela a nécessité l'aide de l'armée contre pilleurs et braconniers de tout poil. Le culte du ranger est né ici, ce patrouilleur solitaire, défenseur de la faune et de la flore. C'est aussi un endroit surprenant. Le site englobe une caldeira, une zone qui s'est effondrée après une éruption volcanique il y a 640 000 ans. Avec toute cette activité volcanique, il y a ici la moitié des geysers actifs dans le monde. Old Faithful, le plus célèbre d'entre eux, catapulte de l'eau en vapeur toutes les 90 minutes. Et des dizaines de mini-geysers, volcans de boue et autres sources d'eau chaude proposent un éventail d'aventures géothermales inédites. Les fumerolles s'échappent des champs et les bisons sauvages s'ébrouent au milieu d'eau bouillonnante et colorée, comme à Grand Prismatic Spring. La température au centre du bassin est proche de l'ébullition et sa couleur vire au bleu acier. C'est là où elle est la plus chaude. Plus l'eau s'éloigne du centre et plus la température baisse, offrant un espace de vie à des milliards de micro-organismes qui colorent le bassin d'un spectre de couleurs ahurissant. C'est vrai, Yellowstone nous apparaît trop chargé, trop populeux. Après la vie sauvage de Grand Teton, le contraste est fort, presque désagréable. Nous avons l'impression de nous promener entre deux barrières, à la file. C'est particulièrement le cas à Norris et dans le Grand Canyon du Yellowstone, où coule la rivière qui a donné son nom au lieu. Fort heureusement, nous trouvons des chemins parallèles, loin des foules où la grandeur des lieux se révèle. Nous approchons des chutes vertigineuses de Fairy Falls, l'une des cascades les plus spectaculaires du parc. Le torrent jaillit d'un plateau et plonge de plus de 60 mètres. L'eau coule en abondance, encore une fois. Nous enjambons des morceaux de bois et des zones qui ont été brûlées il y a quelques dizaines d'années. Nous reprenons la route, à travers les forêts, et arrivons rapidement à Imperial Geyser, un bassin éruptif bouillonnant, véritable trésor que nous découvrons au pied d'une colline en étant totalement seuls. Nous savons que des loups et des grizzlies traînent dans le coin, et nous restons là longtemps. Nous prenons des photos, nous profitons de ce calme surréel au cœur du parc, loin du monde, à admirer des jaillissements toutes les 30 secondes et encore une fois les couleurs féeriques de cette source chaude. C'est une belle terre à grizzly. T'aimes ça les grizzlies toi? T'aimes pas les grizzlies? Si, je veux bien en voir, mais de loin dans la voiture, pas de près, tu vois. Ah ouais, Et ça c'est puis, l'aventurière. Ouais. Ok. On va aller voir les grizzlies. Cette année, le parc atteint 5 millions de visiteurs, un record. Et le monde semble venir de tout le pays. Les rangers s'activent pour canaliser les foules, et comme nous l'avons déjà entendu à Grand Teton, le danger ici, ce ne sont pas les animaux sauvages, mais les humains. Les messages politiques, parfois subliminaux, comme pour le port d'armes, se répètent sur les t-shirts. Les visiteurs se pressent, prennent des photos, des selfies, ils s'approchent trop près des bassins, et ils font n'importe quoi sur la route, dès qu'ils voient un bison. Les bisons, nous les préférons au petit matin, quand la brume matinale enveloppe encore le parc et que les visiteurs ne sont pas encore trop nombreux. Entre fumerolles et herbes sèches, nous marchons proche d'un bison en prenant 1000 précautions. Le spectacle est tendre, émouvant.
Les randonnées tôt, bien avant midi, sont des délices. L'air est frais, les muscles encore engourdis par la nuit froide se gonflent petit à petit. C'est notre routine. Marcher, 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 profiter de ces espaces sauvages incroyables et préservés, dès qu'il s'agit d'emprunter des chemins quelques centaines de mètres plus loin que son véhicule. Nous sommes en forme et prêts à aborder le reste du parc en direction du Montana. La route est hallucinante et les prochains kilomètres ne vont pas nous décevoir. Nous arrivons dans la zone de Mammoth Hot Springs. Cet édifice calcaire dégorge de la montagne et ressemble au désert de l'âge de glace. Nous roulons maintenant dans la partie nord. Le lendemain matin, nous découvrons que c'est un concentré du Yellowstone le plus sauvage. Les vallées se découvrent. Plus tôt, nous avons vu des ours et des loups gris aux jumelles. Nous n'avons pas d'image, mais le spectacle était fabuleux. Nous arrêtons le van vers 10h du matin et profitons d'un long petit déjeuner à contempler la chance que nous avons de vivre ici en extérieur. Neko franchit encore quelques canyons profonds avant de sortir du parc. La route descend jusqu'à l'entrée officielle. Nous quittons Yellowstone émus, finalement conquis par sa diversité et la rudesse de ses aspérités sauvages. En point d'orgue, nous passons sous la porte historique du parc qui affiche l'inscription « Pour le bénéfice et le plaisir du peuple ». C'est un mantra légendaire et actuel des parcs. Nous sommes maintenant dans l'état du Montana. Nous basculons à nouveau dans la civilisation, bien marquée par le mythe du Far West, ses saloons et ses cowboys. Les autoroutes reprennent leurs droits, tout comme les trains de marchandises interminables. Après les reliefs de Yellowstone, nous roulons maintenant dans des vallées. Ce n'est qu'un sursis avant de regagner les montagnes. Cette nuit, nous dormons en pleine nature au cœur du bois, au bout de chemins cachés et discrets en terre battue. La forêt est dense, épaisse, épineuse. Parfois, au détour d'une clairière, nous voyons au loin la montagne tutoyer les nuages. Ce territoire préalpin annonce la rudesse des sommets. Nous filons plein nord, à travers le Montana, un état majoritairement rural et peu peuplé. Neko est en direction du parc de glaciers. Cette immense terre préservée est collée à la frontière canadienne. Et pour plein de raisons, nous avons hâte. Nous nous arrêtons à Helena, un îlot progressiste démocrate au milieu d'une terre conservatrice. Rakael, fondatrice d'un bar ouvert et qui votera Kamala Harris, nous raconte à quel point la vie politique américaine est polarisée, surtout depuis la tentative de coup d'État de 2020. Nous arrivons au parc de glaciers sous la pluie. Nous cuisinons à l'abri du coffre arrière de Neko. C'est la première fois que la météo est un gros enjeu et notre campeur montre quelques limites. Et ça va durer 2 jours. Contre le froid, nous luttons à notre façon en se réfugiant dans des cafés, avec toujours beaucoup de style. Glacier a mis en place un nouveau système de réservation pour circuler sur l'iconique Going to the Sun Road, une route légendaire à plus de 2000 mètres d'altitude. Nous décidons de traverser avant 6h du matin, avant les contrôles. Manque de chance, la route est barrée en son milieu, et il neige trop fort au sommet. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire le tour de la montagne. On s'est levé à 5h pour rien. Ah. La route elle était fermée par la neige. La neige, mais on est au mois de juillet. Non, on est au mois d'août. Ah ouais, c'est vrai. Je vois Alors pas de on a neige là. attendu. Ouais. Elle s'est jamais ouverte. Au bout d'1h30, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle s'ouvrirait pas. Mais il a fallu un petit mois plus tard. Alors on a fait demi-tour et on a pris une autre route 2 fois plus loin. Voilà. Nous visons un camping sans réservation dans le secteur St. Mary, à l'est du parc. Nous croisons l'Imperial Train, une liaison ferroviaire entre Chicago et Seattle. Le parc de glaciers, comme tant d'autres, s'est développé sous l'impulsion des compagnies privées de chemin de fer qui, au XXe siècle, ont développé le tourisme aux États-Unis.
l'arrivée est incroyable. Là, c'est la montagne, la vraie. Glacier, c'est un spectacle à la fois beau et émouvant. Ces blocs de glace, les plus grands réservoirs d'eau douce au monde, fondent à vue d'œil sous l'effet du réchauffement planétaire. Le parc est un laboratoire à ciel ouvert des changements climatiques en cours. Dory, ranger scientifique, nous raconte qu'il y a peu de chances de pouvoir les sauver. Il en reste une vingtaine sur 150 il y a un siècle. Mais les glaciers permettent aux populations de prendre conscience de l'urgence. Elle nous explique aussi que le discours du NPS ne varie pas en fonction des administrations. Pour la paraphraser, même si Trump repassait, la direction du NPS agirait de la même manière qu'au moment de son premier mandat, en s'appuyant sur les scientifiques et bien sûr en parlant des enjeux du réchauffement climatique. À l'issue de ces Rangers Talks, nous rencontrons Flavio, un Américain d'origine italienne qui vit en Floride. Il cherche des compagnons de randonnée car il craint les ours. Avec lui, nous atteignons des sommets enneigés et dévalons des couloirs d'avalanche asséchés. Il est drôle, léger, il vote Trump, même s'il pense que ce dernier doit se recentrer pour attirer plus d'électeurs. Il aime la vie en Floride sans taxes et exècre l'immigration illégale. Obtenir la citoyenneté a été un parcours du combattant. C'était son rêve de devenir américain, et il estime l'avoir mérité, contrairement aux nouveaux arrivants. En altitude, les lacs sont cristallins. Nous rejoignons Hidden Lake, blotti entre deux montagnes. L'eau est fraîche. La fonte des glaces a laissé une farine caractéristique à la surface. Nous trempons nos pieds, bien incapables de se baigner en entier dans une eau à la température inférieure à 10 degrés Celsius. Nous rencontrons des bighorn sheep, sorte de bouquetins autochtones, avec des cornes très longues et incurvées. Des mountain goats, des chèvres au pelage blanc à la gueule reconnaissable entre mille, peuplent aussi le parc. Ils vivent uniquement à l'ouest de l'Amérique du Nord. Très clairement, nous sommes sur leur territoire. Ils les partagent quand même avec des marmottes beaucoup trop mignonnes. Sur un chemin, un bighorn sheep marche devant nous pendant de longues minutes. C'est un pas de deux incroyable, entre prudence et danse surréaliste. Glacier est le paradis des randonneurs. Ici, nous tutoyons les sommets. Les randonnées se comptent en dizaines de kilomètres. Et nous commençons tôt. Pour gagner du temps, nous cuisinons nos petits déjeuners au pied des pistes. Tous les paysages défilent devant nous. Et inlassablement, nous arrivons près de glaciers plus ou moins étendus, avec la même émotion, le même sentiment d'accomplir de belles choses avec nos jambes. Marcher, marcher, marcher à perdre haleine, marcher pour tomber nez à nez avec un colosse de glace. La plus belle randonnée de notre passage à glacier est devant nous. Est-ce que t'es prêt, Mep? Comme jamais. La High Line. Ready? Getting prepared? Yeah. Ready to go. Ce serait l'une des 10 randonnées les plus impressionnantes des États-Unis. Le soleil s'élève au loin. Nous longeons la falaise. Le précipice est vertigineux. Le paysage est d'une beauté à couper le souffle. Une mountain goat nous salue. Elle nous fait bien rire. On dirait la statue de la liberté. Nous marchons de longues heures à admirer les montagnes. À souffrir aussi. On va sur le top de Grinnell Glacier qu'on a été voir d'en bas il y a 3 jours. C'était super beau. Sauf que là on est engagé dans une randonnée de 20 km, même 25. Et on est en train de se rajouter un 3-4 km supplémentaires. Et la pente elle est à peu près, selon nos calculs, à 36%. C'est pas mal. On en chie un peu. Mais les points de vue à l'arrivée sont imbattables et nous rendent totalement euphoriques. Même scénario. Attends. Ah non, c'est bon, vas-y, fais. Vers la fin du parcours, un chalet nous offre une pause appréciable. C'est le dernier vestige du tourisme de masse démarré ici dans les années 1930.
au bout de la randonnée, et après 25 km de marche, nous rejoignons notre point de départ en navette, Logan Pass, le col et le point culminant de la route incroyable Going to the Sun. Neko l'a fait finalement. Il nous a menés au sommet, ce fou-là. À petite vitesse, bien sûr. C'est quand même notre héros. La descente est plus simple que la montée, et nous nous laissons porter jusqu'au lac St. Mary. Là, nous profitons d'instants suspendus pour décompresser. Nous avons du temps l'après-midi. L'eau est par contre toujours aussi froide. C'est vivifiant et pas si simple de marcher sur les galets. Nous prenons le temps d'admirer les dernières fleurs de la saison et nous nous promettons de revenir un jour au printemps, voir les lilies qui affectionnent les grizzlies. La forêt a brûlé ici aussi, et c'est paradoxalement une bonne chose pour régénérer la nature. Nous aussi, nous sommes brûlés. La journée a été longue. Et comme souvent, nous essayons de vivre avec le soleil en se couchant juste après lui. Nous quittons Glacier avec des sentiments très forts pour le parc et les rencontres que nous y avons faites. L'eau est omniprésente ici, et nous nous laissons glisser vers la frontière canadienne où nous passerons plusieurs semaines. Pour des raisons d'immigration, nous sommes autorisés à rester aux États-Unis seulement 90 jours consécutifs et pas plus de 6 mois par an. Mais aussi parce que nous avons prévu de travailler à distance. Le voyage coûte cher, Neko aussi. Depuis l'Alberta, nous vous donnons rendez-vous sur les bords du Pacifique dans un prochain épisode.